Mes chers élèves de troisième année, j'espère que vous allez bien. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Mes chers élèves, soyez les bienvenus. Je vais essayer, Inch'Allah, pendant cette vidéo-là, de vous présenter quelques exercices modèle 2 pour la préparation pour le contrôle numéro 2 de ce premier semestre concernant la respiration, la circulation, ala barakatillah, et on va démarrer par la restitution des connaissances. Alors, on vous propose ce qu'on appelle les QCM, des propositions. Il vous demande de savoir là où les propositions qui sont justes. L'oxydation respiratoire réalisée par des enzymes conduit à la production d'énergie réalisée par l'oxygène et le dioxyde de carbone, réalisée par l'oxygène et les nutriments. Donc, voyons voir pour la première réalisée par des enzymes, ces questions en se rapportant avec la digestion, donc c'est faux. Conduit à la production d'énergie, bien sûr, réalisée par l'oxygène et le dioxyde de carbone, non, c'est une réaction qui se produit entre normalement l'oxygène et les nutriments. Alors, le sang, lorsqu'il atteint les alvéoles, imaginez cette situation, donc il est venu bien sûr des organes, il est comment, bien sûr, il est riche en CO2 et pauvre en O2. Et lorsque le sang sort des alvéoles, donc il quitte les poumons, il doit être normalement pauvre en CO2 et riche en O2 pour les transporter au niveau des cellules. Alors, quatrièmement, l'hémoglobine, essayez de se rappeler ce mot-là, vous l'avez vu dans le cours, le frottis sanguin. Alors, c'est quoi? C'est une substance qui se trouve dans le plasma, une substance trouvée à l'intérieur des globules rouges, ou bien une substance responsable de la couleur rouge du sang. Donc, bien sûr, c'est la B et la C qui sont correctes. Alors, le dioxygène se combine avec l'hémoglobine pour former. Donc ici, dioxygène, ici, hémoglobine. Alors, associez-les et vous allez trouver la réponse, même si vous ne vous rappelez pas de ce terme-là. Donc, vous avez oxyhémoglobine. Donc, c'est un mot composé de deux préfixes, oxy et hémoglobine. Carbhémoglobine, normalement, ce n'est pas de carbone. L'hémoglobine libre, c'est HB seulement. Donc, la première proposition, c'est elle qui est correcte. Alors, les échanges gazeux respiratoires cellulaires. Alors, ce processus implique consommation d'oxygène et de rejet de dioxyde de carbone. Ce phénomène se produit au niveau cellulaire, bien sûr. Donc, c'est là, c'est la respiration. Normalement, ce processus implique consommation d'oxygène et de rejet, c'est la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, mais ici, vous avez les échanges. Alors, il a lieu entre le sang et les cellules via les capillaires, bien sûr. Mais celui-là, c'est la respiration cellulaire, c'est-à-dire la consommation pour la production d'énergie et de CO2. Alors, on vous demande d'associer les éléments de la colonne, celle-là avec celle-là. Donc, la veine, vous devriez savoir la veine, c'est quoi? Bien sûr, c'est un vaisseau sanguin qui ramène le sang vers le cœur, c'est-à-dire des organes. Les capillaires, bien sûr, ce sont de petits vaisseaux sanguins. Et les artères, ce sont qui transportent le sang du cœur vers les différents organes. L'oreillette, bien sûr, c'est une cavité cardiaque en relation avec une veine. Alors, je vous demande de compléter ce texte-là par ce qui convient. Alors, quels sont ces vaisseaux sanguins qui transportent le sang du cœur vers les organes? On vient de le dire, ce sont bien sûr les artères. Alors, tandis que les veines, normalement, ce sont des vaisseaux sanguins qui transportent le sang des organes vers le cœur. Et cela, grâce à quoi? Grâce à des valvules. Ces valvules, ce sont des éléments, des structures qui sont à l'intérieur du corps ainsi que dans les veines, les artères, dans les veines. Alors leur rôle, c'est d'empêcher le retour du sang en arrière pour progresser en avant. Alors, mettre une croix devant là où les propositions sont correctes, le cœur est considéré comme, est-ce que c'est un muscle creux, un moteur du système circulatoire ou bien un muscle automoteur qu'on appelle l'automatisme cardiaque? Bien sûr, ce sont les trois propositions qui sont correctes. Alors, le sang pénètre dans le cœur on vient de le dire tout à l'heure, bien sûr, par les veines pulmonaires. Alors, troisième, quelles sont les étapes du cycle cardiaque dans l'ordre? Alors, le systole auriculaire, contraction des oreillettes, puis contraction du ventricule, puis diastole, bien sûr, c'est la proposition qui est correcte. Alors, la circulation pulmonaire, c'est-à-dire poumon, cœur, poumon, c'est quoi? Cœur, poumon et vaisseau sanguin, qui est correcte. Maintenant, passons pour le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors, un problème qui dit que la diminution du taux d'oxygène dans l'air en haute altitude, par exemple, si on fait un séjour en haute montagne, ça peut provoquer des maux de tête, un essoufflement.
c'est-à-dire on souffle beaucoup chez les visiteurs en raison de l'accélération du rythme cardiaque et respiratoire. Cependant, ces symptômes disparaissent généralement en moins d'une semaine. Lorsqu'on va rester une semaine sur la montagne, ces symptômes vont disparaître le temps que l'organisme s'adapte, c'est très intéressant ici, à l'environnement, ce qui entraîne une augmentation du nombre de globules rouges. Donc ici, vous avez trois éléments. Normalement, il y a l'accélération du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, l'augmentation des globules, et les symptômes qui apparaissent pour les personnes qui vont séjourner à la haute altitude. Donc, quelle relation est-il entre ces quatre éléments? La relation, c'est ça la question du monde. Alors, l'oxygène étant transporté dans le sang par l'hémoglobine des globules rouges, plus le nombre de globules rouges dans le sang est élevé, plus la quantité d'oxygène transportée vers les cellules du corps est importante, réduisant ainsi les symptômes respiratoires. Donc, le corps s'adapte par la production surplus de globules rouges pour qu'il puisse permettre une quantité suffisante pour la respiration de la personne. Alors, résumer la réaction qui se produit entre le dioxygène et les composants des globules rouges. Donc, la substance est essentielle pour le transport des gaz, c'est l'hémoglobine. Et la réaction est la suivante. Donc, ici, le HP, c'est l'hémoglobine, dioxygène, et ça donne l'oxyhémoglobine. Ici, on vous présente un muscle. On vous demande de légender, mais faites attention. Pendant le cours, généralement, on vous donne le cœur ou la pointe du cœur dirigée vers cette partie-là, vers la gauche. Mais ici, une autre partie. Vous avez la partie derrière, c'est la partie dorsale. Ici, c'est la partie ventrale. Donc, faites attention pour ne pas confondre les éléments du cœur. Donc, si vous avez un vaisseau sanguin qui sort du corps, le plus grand, c'est l'artère pulmonaire. Celui-là, il divise en deux, il va vers les poumons, c'est l'artère pulmonaire, on a deux. Ici, vous avez le numéro 3, c'est celle qui transporte le sang de la partie supérieure du corps vers le cœur. Et le numéro 4, ce sont les veines pulmonaires qui vont transporter le sang du poumon vers le cœur. Ici, vous avez la veine cave inférieure qui transporte ou bien qui apporte le sang, je m'excuse, le 5, ventricule droit. Le 6, veine cave inférieure qui transporte le sang de la partie inférieure du corps vers le cœur. Ici, vous avez l'oreillette gauche. Ici, vous avez ventricule l'oreillette droit, je m'excuse, droit. Ici, vous avez cette partie-là, c'est le ventricule gauche. Et on ajoute avec un titre schéma de l'anatomie du cœur, la face postérieure. Alors, à indiquer à l'aide des flèches le sens de la circulation du sang au niveau des veines et des artères sur ce document. Donc, on a dit tout à l'heure que les artères, ils transportent le sang du cœur vers et les veines, ils font revenir le sang. Donc, ici, au niveau, ça, c'est la veine cave inférieure, il apporte le sang de la partie supérieure et la veine cave inférieure de la partie inférieure du corps vers le cœur. L'aorte, normalement, l'artère pulmonaire, il va être transporté vers les deux poumons, poumon droit, poumon gauche. Ici, les veines pulmonaires, ils ramènent le sang des poumons oxygénés vers le cœur. Alors ici, vous avez le document suivant montre l'évolution de la consommation d'eau et de la fréquence de la ventilation pulmonaire lorsqu'une personne exerce diverses activités musculaires. Donc voilà les différentes activités. Repos, il n'y a pas d'activité. Malgré ça, il y a une consommation d'eau et une fréquence de ventilation. Alors si on s'arrête, on va mourir bien sûr. La marche, vous avez, et la course. Donc, vitesse de déplacement 3 pour la marche 9, etc. Et vous avez les chiffres concernant. Donc, ici, par exemple, 0,2 d'oxygène, le volume litres par minute, consommé pendant le repos. Et la fréquence, c'est 10 mouvements respiratoires, etc. Donc, bien sûr, vous avez ici un tableau et on vous demande généralement de transformer les valeurs de ce tableau sous forme d'un graphe. Alors, la première question, construire un graphe de la consommation. Vous avez deux indices ici, deux éléments, le volume d'oxygène consommé et la fréquence de ventilation sur l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses en fonction de la vitesse, de la manière suivante. Voilà la première et la deuxième. Ça se fait sur un papier. Voilà. Donc, généralement, le graphe, il est à peu près comme ça. Donc, on peut déjà avoir une idée générale si on vous demande d'analyser. Avant de voir la question, bien sûr, vous avez ici la courbe concernant le volume d'oxygène consommé. Ici, vous avez la fréquence des mouvements respiratoires, bien sûr. Voilà, on va vers le haut. Donc, c'est une augmentation pour les deux éléments indiqués. Donc, interprétez ces résultats. Alors, troisièmement, quelle relation est-il entre l'activité du corps et la consommation d'eau, d'une part, et cette dernière avec la fréquence de ventilation d'autre part?
Alors bien sûr, comme vous la connaissez, la consommation normalement d'oxygène par les cellules pour produire de l'énergie, il faut qu'il y ait un taux élevé, bien sûr, d'O2 pour que puissent faire des activités et surtout ils sont un peu plus intenses. Ici pour la marche, vous avez 3, ici 9 de vitesse, mais ici il y en a 1, ici il y en a 2 normalement. Ça augmente le volume de litres par minute. Ici de 25, on passe à 60. Donc la relation qui existe entre ces éléments-là, pour produire de l'énergie nécessaire aux activités du corps, la fréquence de relation augmente pour assurer le transport d'une quantité suffisante de deux aux cellules qui oxydent les nutriments et produire de l'énergie. Alors premièrement, sachons que le nombre d'alvéoles est 300 millions dans chaque poumon et que la surface de chaque alvéole est d'environ 0,3 mm². Calculons au mètre carré la surface totale des alvéoles. Question simple, donc on va multiplier 300 par 0,3, mais multiplier par 2 parce qu'on a 2 poumons, pas un seul. Alors la surface, il est 180 mètres carrés, c'est une surface très 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 grande, bien sûr. Alors on vous demande de calculer la surface d'un terrain de tennis de longueur 24/8 et de voir sa surface pour la faire comparer avec celle des alvéoles pulmonaires. Donc la surface approximativement la surface d'un terrain de tennis est très 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 grand. Alors pourquoi cette très grande surface? La déduction, c'est cette très grande surface facilite les échanges gazeux respiratoires. Alors sachant qu'en état de repos, tous les 7 minutes le sang passe dans les poumons et que 250 000 d'oxygène circulent en même temps dans le sang, on vous demande de calculer le volume de sang qui passe chaque jour, ça dépend de 24 heures, et le volume d'oxygène transporté par la même période. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 60, c'est-à-dire minutes, 1 heure, par 7, et on va multiplier par 24, c'est-à-dire 24 heures. Et le résultat, c'est 10 080 litres de sang qui va passer pendant un jour. Le volume d'oxygène, bien sûr, 60 fois 24, 1440, c'est-à-dire 60 pendant 1 heure. Et le nombre de minutes par jour, c'est 1440. Et on va la multiplier par 250 millilitres de dioxygène, ça donne 360 millilitres. Alors la consommation d'oxygène a été mesurée au niveau de différents organes. Le tableau suivant résume les résultats de ces mesures exprimées en millilitres. Donc voilà les activités physiques de faible intensité pour le cœur, les muscles, les autres organes. Activité physique de forte intensité, les muscles sont 4, 2702 pour les muscles, la valeur la plus grande. Ici, il n'y a pas de différence. Alors, comment la quantité d'oxygène consommé varie-t-elle en fonction de l'intensité de l'activité physique? Bien sûr, ça augmente. Alors, une augmentation surtout pour les muscles. On passe de 50 activités physiques faibles à 2702. Alors, expliquer ce phénomène. Alors, lors d'une activité physique, les muscles ont besoin de plus d'oxygène pour produire de l'énergie, comme vous le connaissez déjà. Alors, vous avez le voyage d'un globule rouge a été libéré du ventricule gauche et I, c'est-à-dire l'endroit retourné dans le même endroit. Détermine le trajet que ce globule a emprunté, à passer pour accomplir son cycle, c'est-à-dire de départ et puis arriver le même point. Donc, partons du ventricule gauche, essayez d'imaginer l'appareil circulateur et vous allez répondre à cette question simple. Alors, le ventricule gauche, l'aorte, puis de l'aorte, on va passer dans les organes. Au niveau des organes, il y a les échanges gazeux respiratoires, puis la veine cave inférieure, puis la veine cave supérieure, bien sûr, de l'autre côté. L'oreillette droite, puis on va entrer dans le ventricule droit, et de le ventricule droit, l'artère pulmonaire qui va ramener le sang vers les poumons. Voilà, vers les poumons. Et des poumons, on va retourner par la veine pulmonaire. Donc quoi? L'artère, l'oreillette gauche, et puis on va retourner à notre départ. Voilà, le départ d'ici, voilà, on passe de cela. Ventricule gauche, celui-là, l'aorte, les organes, veine cave inférieure et supérieure, l'oreillette droite, ventricule droit, l'artère pulmonaire, voilà. Ici, les poumons, et on va revenir à notre place par les veines pulmonaires. Voilà.
Alors, on vous demande de déterminer les changements que subit ce globule au niveau de l'alvéole pulmonaire. Lorsque ce globule est au niveau de l'alvéole pulmonaire, qu'est-ce qu'il va faire? Quel changement va subir? Et au niveau d'un organe, par exemple le muscle. Donc, bien sûr, le globule rouge s'enrichit en O2, il va se débarrasser de CO2, et pour donner l'oxyhémoglobine, et le sang devient rouge vif. Lorsqu'il va quitter l'organe, il va libérer le O2, il va s'enrichir en CO2, il va devenir rouge foncé, et il va se composer, le HB va se combiner avec le CO2 pour donner la carbhémoglobine. Alors ici, vous avez un trajet, on vous demande de le compléter comme tout à l'heure. Vous avez ici maintenant la veine cave, que ce soit supérieure ou inférieure, généralement inférieure, et en arrivant à l'aorte, donc la veine cave. On va passer, je m'excuse, le ventricule droit, l'oreillette droit, puis le ventricule droit pour l'artère pulmonaire. Nous sommes dans les poumons, et on va passer les veines pulmonaires, l'oreillette gauche, ventricule gauche, puis l'aorte. Alors ici, le document suivant celui-là montre la concentration d'O2 et de CO2, voilà les concentrations. Ici, vous avez un vaisseau sanguin, ici, vous avez un organe, un autre vaisseau sanguin. On vous donne ici la concentration concernant le O2 et le CO2. Voilà. Donc, faites la comparaison et la question demandée, c'est quoi? Donc, à partir des données de ce document, de ce schéma-là, détermine la couleur de la veine et de l'artère avec la couleur appropriée. Alors, ici, vous avez la concentration de sang, ici 150. Donc, que s'est-il passé? Donc, celui-là est riche en O2. Au niveau de l'organe, cet organe, il va prendre le O2, il va se débarrasser de CO2. Ici, 480 seulement, ici, 530. Donc, bien sûr, ici, c'est un sang qui est riche en O2, ça doit être sa couleur rouge vif. Ici, la couleur rouge foncé. Alors, je m'excuse. Alors, il y a la question de quelle cavité du cœur, la partie du cœur, est-ce que ventricule ou bien oreillette, gauche ou droit, entre ou sort chacun de ces. Donc, celui-là, d'où vient-il? Et celui-là, est-ce qu'il va entrer ou bien sortir de quelle partie du cœur? Donc, pour l'artère, c'est-à-dire, je m'excuse, pour l'artère, celui-là, il vient du ventricule gauche, et pour l'oreillette droite, c'est la veine cave qui va faire retourner. Le sang va passer pour entrer dans le cœur, et puis du cœur vers les poumons, et se débarrasser de CO2, et le cycle va recommencer. Alors, placez une flèche sur ce dessin indiquant la direction du flux sanguin. Donc ici, vous avez le sang qui entre, bien sûr, la direction dans ce sens-là. Alors, quel est le nom des vaisseaux sanguins qui existent à l'intérieur de l'organisme qui relie l'artère à la veine? C'est-à-dire, ici, vous avez un vaisseau sanguin, un autre vaisseau sanguin, bien sûr, ici, et on a des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins de l'artère vont se diversifier sous forme de petites branches, de petits vaisseaux sanguins, se reliant aussi avec de petits vaisseaux sanguins. Mais celles-là, ils vont se relier entre eux. On les appelle les capillaires, c'est-à-dire les artérioles venues des artères se reliant aux alvéoles pour s'associer et donner des vénules pour s'associer pour donner la veine. Donc ce sont des capillaires, des artérioles et des vénules. Alors en vous appuyant sur vos connaissances, expliquez les changements qui se produisent dans le sang lorsqu'il traverse un organe. Quel est le nom de ce phénomène? Alors, avant de pénétrer dans un organe, le sang il est riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone. Cependant, en traversant l'organe, il perd l'oxygène et gagne le dioxyde de carbone, devenant ainsi rouge foncé. Ce phénomène appelé bien sûr échange respiratoire entre le sang et les cellules. Alors, on constate que la concentration d'un gaz dans le sang diminue lorsqu'il passe par un organe. Il réagit avec quelques produits des nutriments, ce qui conduit à la formation des déchets. Alors la question, quel est le nom de ce gaz et quel est le nom de la substance présente dans les nutriments avec lesquels il réagit? La question suivante, quel est le nom de ce type de réaction, et quels en sont les résultats? Alors le gaz, bien sûr, c'est le dioxygène, la substance c'est le glucose, il se combinent pour donner de l'énergie et le dégagement de CO2. Alors le nom de ces
de ce type de réaction, c'est l'oxydation des nutriments, respiration cellulaire, entraîne la libération d'énergie et de dioxyde de carbone. Alors, conclure donc la fonction principale du système circulatoire qu'on vient de voir. Ah, bien sûr, le système circulatoire, c'est sa fonction principale. De quoi? C'est de permettre aux cellules de recevoir des nutriments et des échanges gazeux respiratoires à travers les parois des capillaires. Merci de votre attention. J'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre examen local et aussi pour le deuxième contrôle de ce premier semestre. Je vous laisse comme d'habitude avec la citation de Paul Coelho. Et c'est un romancier, journaliste brésilien qui dit qu'il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible. Il n'y a pas de rêve qui est impossible, c'est la peur d'échouer. Donc, essayez. If you don't succeed at first, comme on dit en anglais, try again. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.